Aucun médecin ne pouvait guérir le fils du patron de la mafia. Ni les chirurgiens de Suisse, ni les spécialistes de Tokyo, ni l'équipe de la Mayo Clinic qui avait sauvé des présidents. Pendant 4 semaines, 14 des esprits médicaux les plus brillants au monde ont regardé un garçon de 6 ans mourir lentement, et aucun d'entre eux n'a pu l'arrêter. Puis, une livreuse est entrée. Elle avait les mains gercées, un manteau plein de trous, et 30 secondes avant qu'une balle ne lui traverse la tête. Elle a posé ses mains nues sur la poitrine du garçon et a fait ce que 2 millions de dollars en médecine n'avaient pu accomplir. Désormais, l'homme le plus dangereux de New York lui doit tout. Mais quelqu'un dans son manoir veut la mort du garçon, et ce quelqu'un vient de la regarder tout gâcher. Le lustre en cristal au-dessus de la chambre principale oscillait légèrement, perturbé par les mouvements frénétiques de 14 personnes s'entassant autour d'un seul lit d'hôpital. Mais ce n'était pas un hôpital. C'était le domaine Corsetti à Greenwich, Connecticut. 1600 mètres carrés de sol en marbre italien, des plafonds peints à la main importés de Florence, et des peintures à l'huile qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagneraient en 10 vies. Un Caravage était suspendu au-dessus de la cheminée. Des livres en édition originale tapissaient les étagères dans des reliures en cuir qui n'avaient jamais été entr'ouvertes. La cave à vin sous leurs pieds contenait des bouteilles plus vieilles que la Constitution. Et rien de tout cela. Pas un seul centimètre carré de toute cette richesse et de ce pouvoir ne pouvait sauver le garçon de 6 ans, convulsant sur les draps de soie. Le petit corps de Matteo Corsetti se cambrait violemment contre le matelas, sa colonne vertébrale se pliant à un angle qui faisait détourner le regard même aux médecins les plus aguerris de la pièce. De la mousse se formait au coin de sa bouche, épaisse et blanche, coulant sur son menton jusque sur la tête d'oreiller qui coûtait probablement 300 $. Ses yeux s'étaient complètement révulsés, ne laissant paraître que le blanc. Ses doigts griffaient les draps, ses petites articulations blanches comme l'os, serrant et relâchant dans des spasmes qu'il ne pouvait contrôler. Les veines de son cou ressortaient comme des fils bleus sous une peau devenue de la couleur d'un vieux papier. Les moniteurs bipaient selon des rythmes chaotiques et superposés. Rythme cardiaque erratique, taux d'oxygène en chute libre, tension artérielle s'effondrant. Chaque chiffre sur chaque écran hurlait la même chose. Cet enfant était en train de perdre. Épinéphrine. 0,1 mg maintenant. Le docteur Edward Harlan aboya l'ordre sans lever les yeux, ses mains cherchant déjà la seringue qu'une infirmière avait préparée. Il avait 62 ans, chef de médecine interne à la Mayo Clinic depuis 11 ans. Il avait soigné des chefs d'État et des PDG du Fortune 500. Ses mains avaient été stables à travers chaque crise au cours d'une carrière s'étendant sur 4 décennies. Elles n'étaient pas stables maintenant. La seringue tremblait entre ses doigts alors qu'il trouvait le point d'injection sur le bras mince de Matteo. Il poussa le piston. Le médicament entra dans le système sanguin du garçon. Rien ne se passa. Le corps de Matteo continuait de convulser. Les moniteurs continuaient de hurler. Le docteur Harlan fixa la seringue dans sa main, comme si elle l'avait personnellement trahi. « Augmentez la dose », dit le docteur Kimura, le neurologue arrivé de Tokyo il y a 18 heures. Il n'avait pas dormi depuis l'atterrissage. Des cernes sombres creusaient des creux profonds sous ses yeux. « Doublez-la si nécessaire. Nous avons déjà triplé le dosage standard », répondit une infirmière, la voix brisée. « Plus que cela et nous risquons l'arrêt cardiaque. Il est déjà en arrêt cardiaque », coupa le docteur Harlan. Son cœur ne le sait pas encore. Dans un coin, le docteur Meyer de l'hôpital universitaire de Zurich était sur son ordinateur portable, parcourant frénétiquement des études de cas, des documents de recherche, tout ce qui pourrait expliquer ce qui arrivait à cet enfant. Il faisait cela depuis 3 jours d'affilée. Il n'avait rien trouvé. Pas un seul cas dans l'histoire médicale enregistrée ne correspondait exactement aux symptômes de Matteo. Les crises qui allaient et venaient sans prévenir. La défaillance organique progressive qui défiait chaque traitement. La façon dont le corps du garçon rejetait les médicaments comme s'il se battait contre la chose même qui essayait de le sauver.
Réessayer le cocktail anticonvulsivant, suggéra quelqu'un. Nous l'avons essayé il y a 4 heures. Cela a aggravé son cas. Et le composé expérimental de Genève? Administré hier. Aucune réponse. Plasmaphéreses? 2 cycles terminés. Ces analyses de sang sont restées identiques. Les suggestions volaient d'un bout à l'autre de la pièce, comme des prières désespérées lancées à un Dieu qui n'écoutait pas. Chaque voix portait la même nuance, le son d'esprit brillant à court d'idées. Un chariot d'urgence se tenait prêt à côté du lit. Défibrillateur chargé, palettes en attente. Il avait été utilisé 3 fois au cours de la seule semaine passée. 3 fois, ils avaient ramené Matteo du précipice. 3 fois, son petit cœur s'était arrêté et avait été choqué pour recommencer à battre. Mais à chaque fois, la récupération prenait plus de temps. À chaque fois, il revenait un peu plus faible, un peu plus loin du garçon aux yeux brillants qui courait autrefois dans ces couloirs de marbre en riant. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ni l'argent, ni les médecins, ni les machines, ni le manoir. Matteo Corsetti était en train de mourir, et tout le monde dans cette pièce le savait. Dominique Corsetti se tenait au pied du lit, un colosse dans un costume anthracite qui coûtait plus cher que les voitures de la plupart des gens. Ses mains serraient le montant en acajou du lit si fort que le bois gémissait et craquait sous ses doigts. Ses yeux sombres, le genre qui avait fait avouer à des hommes adultes des choses qu'ils n'avaient pas faites, n'avaient pas quitté le visage de son fils depuis 6 heures. À 36 ans, Dominique avait bâti un empire dont son père n'avait jamais rêvé. Il contrôlait la moitié des ports maritimes de la côte Est. 12 000 conteneurs par mois passaient par son réseau, propres sur le papier, enterrés sous des sociétés écrans que le FBI ne pouvait démêler. Il possédait 3 juges, avait un membre du Congrès qui rappelait dans l'heure, capitaine de police, chefs syndicaux, conseillers municipaux. Ils lui répondaient tous, qu'ils l'admettent ou non. Sa femme Isabella était morte il y a 3 ans, accident de voiture sur la Merritt Parkway. C'est ce que disait le rapport de police. Dominique ne l'avait jamais cru. Tout ce qu'il lui restait d'elle était une tombe au cimetière de Woodlawn et un garçon avec ses yeux. Et ce garçon mourait sur des draps qui sentaient l'antiseptique et l'échec. Que se passe-t-il? Sa voix coupa la pièce comme une lame. Calme. Dangereusement calme. Vous avez dit que le traitement fonctionnerait. Le docteur Harlan ne leva pas les yeux. Les crises ne répondent pas. Son corps rejette tout. Stéroïdes, immunosuppresseurs, les peptides expérimentaux de Zurich. C'est comme si son système combattait chaque intervention que nous tentons. Alors essayez autre chose. Le docteur Harlan finit par croiser son regard. Et Dominique vit quelque chose là qui changea son sang en glace. La résignation. Monsieur Corsetti, ses reins lâchent. La fonction hépatique est à 19%. Les crises s'accélèrent. Une pause. Je ne pense pas qu'il survivra à la nuit. Le silence engloutit la pièce. Le seul son était le bip erratique des moniteurs et la respiration désespérée d'un enfant perdant une guerre. La main de Dominique se déplaça vers sa taille, lente, délibérée. Le Glock 19 quitta son étui en un mouvement fluide. Le canon se mit au niveau du front du docteur Harlan, assez près pour que le docteur voie les rainures à l'intérieur de la bouche de l'arme. Si mon fils meurt ce soir, vous mourrez ce soir. Chaque personne dans cette pièce qui m'a dit pouvoir le sauver, vous partez tous avec lui. Pas demain. Ce soir, sur ce sol. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Le visage du docteur Harlan devint livide. Derrière lui, une infirmière se pressa contre le mur, pleurant silencieusement. Avant que quiconque puisse répondre, le moniteur laissa échapper un cri continu et perçant. Le rythme cardiaque de Matteo s'effondrait. Il lâche. Le docteur Harlan se précipita vers le chariot d'urgence. Défibrillateur 200 joules. Compression maintenant. La pièce explosa. Les infirmières convergèrent sur Matteo, les palettes pressées contre une poitrine si petite qu'elle se chevauchait presque. Quelqu'un comptait les compressions. Quelqu'un d'autre prélevait de l'épinéphrine avec des mains tremblantes. Et Dominique restait figé. L'arme pendait à son côté, oublié. Il avait tué des hommes, détruit des familles, plié la ville entière à sa volonté. Mais il ne pouvait pas sauver son propre enfant. On frappa à la porte, puis encore, plus fort.
Pas maintenant !» hurla quelqu'un. La porte s'entr'ouvrit. Rosa, la gouvernante, une femme qui servait la famille Corsetti depuis 22 ans, passa la tête. « Monsieur Corsetti, je suis désolé. La livraison d'herbe est là. La livreuse a besoin d'une signature, sinon elle ne peut pas repartir. » Rosa tressaillit, mais ne partit pas. 22 ans lui avaient appris quand insister. « Monsieur, le chef Lorenzo a commandé ces herbes spécifiquement, les médicinales de cette ferme biologique, pour les repas spéciaux de Maître Matteo. » La main de Dominique se figea. Herbes médicinales. Ils avaient tout essayé. Chaque drogue, chaque machine, chaque spécialiste que l'argent pouvait acheter. Et son fils était toujours en train de mourir. Avant qu'il puisse répondre, une voix monta du couloir en bas. Faible, incertaine, mais claire. « Tout va bien là-haut » J'ai entendu des cris. 30 minutes plus tôt, Alara Voss était assise sur le siège conducteur d'une camionnette de livraison qui aurait dû être mise à la casse il y a 2 ans. Le voyant moteur orange brillait depuis septembre. Le chauffage était mort en novembre. Maintenant, au cœur d'un mois de janvier new-yorkais, elle pouvait voir sa propre respiration à l'intérieur de la cabine, s'élevant en nuages blancs qui disparaissaient contre le pare-brise fissuré. Ses mains reposaient sur le volant, à vif, rouge, gercé au point de ne plus cicatriser. Elle portait un manteau qu'elle avait trouvé chez Goodwill pour $4. Il était 2 tailles trop grand et assez fin pour être inutile. Mais il couvrait le polo Fresh Harvest Organics en dessous. Et c'était suffisant. Ses baskets avaient un trou à la semelle gauche. Elle l'avait bouché avec une serviette en papier pliée provenant d'une station-service le matin même. Elle était déjà détrempée. Son téléphone vibra sur le siège passager. Elle ne voulait pas regarder. Elle savait déjà. 3 messages. Même numéro. Aucun nom. Elle avait supprimé le contact il y a des mois. Comme si cela allait les faire disparaître. Le premier. 12 jours. Alara. Le second. Tu penses qu'on a oublié? On n'oublie pas. Le troisième. 2 semaines. Ne nous oblige pas à venir. Trouve la petite. L'estomac d'Alara se noua. Ce n'était pas une métaphore. Elle le sentit physiquement tomber. Ce haut-le-cœur écœurant qui venait chaque fois qu'il mentionnait Sophie. Sa fille, 5 ans. Des boucles blondes. De grands yeux bruns. Un rire qui ressemblait à des clochettes. La seule bonne chose qu'Alara ait jamais faite. Et maintenant, il la menaçait. 47 000 $. C'est ce que Kevin avait laissé derrière lui en disparaissant. Pas un mot, pas un adieu. Juste une ligne de crédit au maximum chez un usurier nommé Duran, prise au nom d'Alara, avec une signature forgée qu'elle ne pouvait prouver être fausse. Kevin avait tout perdu au jeu, à Atlantic City, en un seul week-end. Puis, il s'était volatilisé avec sa secrétaire et le peu d'argent liquide qu'il lui restait. Les papiers du divorce arrivèrent par la poste 3 mois plus tard depuis une adresse en Floride. Sans retour. C'était il y a 2 ans. Alara remboursait Duran par petites sommes depuis lors, $200 par-ci, 300 par-là. Tout ce qu'elle pouvait gratter de 3 emplois. Mais les intérêts augmentaient plus vite que ses paiements. Et maintenant la patience de Duran s'épuisait. Le téléphone vibra à nouveau. Numéro différent cette fois. Alara s'en saisit. Alara, c'est Madame Delgado. La voix de la vieille femme était tendue par l'inquiétude. Sophie a fait une autre crise. L'inhalateur a aidé, mais elle a besoin d'une nouvelle ordonnance. La pharmacie dit que c'est $87 sans assurance. Alara ferma les yeux. Elle ouvrit son application bancaire avec son pouce, sachant déjà ce qu'elle verrait. Solde. 11,42 $. Je vais trouver une solution, dit Alara. Gardez-la juste au chaud. Assurez-vous qu'elle ne court pas. Elle demande maman. Elle n'arrête pas de dire que sa poitrine lui fait mal. Quelque chose se brisa à l'intérieur de la cage thoracique d'Alara. Pas un os. Quelque chose de plus profond. Dites-lui que maman rentre bientôt. Dites-lui que je l'aime. Je serai là ce soir. Elle raccrocha et pressa le téléphone contre son front, les yeux serrés. La camionnette était glaciale. Ses mains saignaient. Sa fille ne pouvait plus respirer. Les usuriers tournaient autour d'elle. Et elle n'avait que $11 à son nom. Le mois dernier, la garderie de Sophie avait envoyé une lettre.
2 mois de retard sur les frais de scolarité. Payez d'ici vendredi ou ne revenez pas. Alara avait supplié, s'était littéralement mise à genoux dans le bureau de la directrice et avait supplié. Cela n'avait pas d'importance. Les règles étaient les règles. Maintenant, Sophie passait ses journées avec Madame Delgado, une femme de 70 ans, avec une hanche fragile et un problème cardiaque, qui la gardait gratuitement parce qu'elle était gentille et parce qu'elle savait ce que c'était que de n'avoir rien. Alara essuya ses yeux avec le revers de sa main, étalant de la saleté sur sa joue. Elle regarda la caisse d'herbe sur le siège passager. Romarin, thym, lavande séchée, des articles de spécialité de la ferme biologique de l'État. Une dernière livraison. Une dernière signature. Ensuite, elle pourrait rentrer chez elle, serrer sa fille et trouver comment survivre un jour de plus. Elle s'arrêta aux grilles en fer du domaine Corsetti et fixa le manoir à travers le pare-brise. Il trônait sur une colline comme un palais de pierre et de verre, illuminé d'or contre le ciel gris de l'hiver. L'allée à elle seule était plus longue que le pâté de maison où elle vivait dans le Bronx. Alara attrapa la caisse, sortit dans le froid et sentit la serviette mouillée dans sa chaussure s'écraser contre le pavé. Juste obtenir la signature. Rentrer chez Sophie. C'est tout. C'est tout. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne retournerait jamais à cette camionnette. Rosa l'avait conduite à l'étage pour obtenir la signature. C'était tout. Un gribouillis rapide sur un presse-papier, puis retour à la camionnette, retour à Sophie, retour aux $11, et à l'appartement glacial, et aux usuriers comptant les jours. Mais à mi-chemin du couloir du 2e étage, Alara l'entendit. Un cri. Pas un cri d'adulte, pas de la colère ou de la surprise ou de la frustration. C'était un cri d'enfant. Brut, guttural, le genre de son qu'un petit corps produit quand la douleur a dépassé les pleurs, dépassé les gémissements, dépassé tout ce qu'un enfant de 6 ans sait exprimer, pour arriver à quelque chose de primordial, quelque chose d'animal. Alara s'arrêta de marcher, la caisse d'herbe pressée contre sa poitrine. Ses baskets couinaient sur le sol de marbre. Le cri revint, plus long cette fois, plus aigu. Il déchira les murs du manoir comme si la maison elle-même était à l'agonie, rebondissant sur les peintures à l'huile et les luminaires en cristal et les moulures sculptées à la main, jusqu'à ce qu'il remplisse chaque centimètre d'air autour d'elle. Et quelque part au plus profond de la mémoire d'Alara, une voix s'éveilla. Pas la sienne. Plus vieille, plus douce, stable comme le roc d'une montagne. Quand tu entends quelqu'un souffrir, Anna, tu aides. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Grand-mère Della, morte il y a 3 ans maintenant, enterrée dans un petit cimetière à l'extérieur de Whitesburg, Kentucky, sous une pierre tombale qu'Alara avait payée avec ses dernières économies. Mais sa voix, cette voix n'était jamais partie. Alara avait passé 27 ans à apprendre à se mêler de ses affaires. Quand vous étiez fauché, quand vous deviez de l'argent à des gens dangereux, quand votre fille dépendait de votre retour chaque soir, vous baissiez la tête, vous livriez le colis, vous collectiez la signature, vous passiez à autre chose. Mais ce cri, ce son désespéré, mourant, il brisa quelque chose en elle que la logique ne pouvait reconstruire. La caisse heurta le sol de marbre. Le romarin et le thym s'éparpillèrent sur la pierre polie. Rosa se retourna, les yeux écarquillés. « Madame, vous ne pouvez pas. Cette zone est réservée. » Alara bougeait déjà. Elle bouscula Rosa, ses baskets mouillées claquant contre le sol du couloir, suivant le son comme s'il la tirait par la poitrine. Elle atteignit les doubles portes au bout du couloir, en chêne massif, sculptées de motifs qu'elle ne s'arrêta pas à remarquer, et les poussa des 2 mains. La scène lui glaça le sang. Une chambre immense, le lustre en cristal balançant au-dessus. 14 personnes entassées autour d'un lit d'hôpital qui n'avait pas sa place dans une pièce aussi belle. Les moniteurs hurlaient, les médecins criaient, les infirmières se bousculaient, du matériel médical partout, des supports à perfusion, des chariots d'urgence, des palettes de défibrillateurs, des seringues éparpillées sur des plateaux d'argent. Et au centre de tout cela, se noyant dans des draps de soie blanche, un petit garçon, le dos arqué hors du matelas, de la mousse à la bouche,
les yeux ne montrant que le blanc. Mourant. Qui diable? Quelqu'un commença. Mais Alara était déjà passée devant eux, ses baskets couinant sur le marbre alors qu'elle se précipitait vers le lit. Un médecin se mit sur son chemin. Elle plongea sous son bras avec l'instinct de quelqu'un qui avait passé des années à esquiver les ennuis dans les mauvais quartiers. Un garde de sécurité lui saisit l'épaule, des doigts épais, une prise de fer. « Madame, vous devez partir. Maintenant. » Alara se retourna, et pour la première fois, elle verrouilla son regard avec celui de Dominique Corsetti. Il se tenait au pied du lit, l'arme à la main, le visage sculpté dans la pierre, des yeux qui ne contenaient rien d'autre qu'une fureur noire et une terreur insondable. Le regard d'un homme regardant la seule chose qu'il aimait lui être arrachée. « Touchez-moi encore, et vous le regretterez, » dit Alara calmement. Sa voix était stable. Elle ne savait pas comment. Son cœur cognait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses dents. « Ce garçon n'a pas le temps pour vos protocoles. » Dominique leva une main. Le garde la relâcha instantanément. Quelque chose dans les yeux de cette femme, pas de l'arrogance, pas de la stupidité, mais une certitude féroce et désespérée le fit s'arrêter. Elle avait l'air d'être en enfer. Manteau sale, mains gercées, une chaussure mouillée qui couinait à chaque pas. Elle n'avait rien à faire dans cette pièce. Aucun droit. Aucune accréditation. Rien. Mais son fils mourait, et tous ceux qui avaient des accréditations avaient déjà échoué. « Vous avez 30 secondes, » dit Dominique. Sa voix était à peine un murmure. « Ensuite, je vous mets une balle dans la tête. » Alara se tourna de nouveau vers Matteo. 30 secondes pour sauver un enfant mourant. 30 secondes avant qu'une arme ne décide de son sort. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Les mains d'Alara trouvèrent d'abord le cou de Matteo. Ses doigts pressèrent les points de pulsation sous sa mâchoire, ceux que grand-mère Della lui avait montrés sur une table de cuisine à Whitesburg, Kentucky, 15 ans auparavant. Elle avait 12 ans. Son cousin Danny avait mangé des baies sauvages derrière la remise. Son corps avait commencé à s'éteindre de la même manière que celui de ce garçon. Convulsion, mousse, les yeux se révulsant comme si l'âme essayait de partir avant que le corps ne lui en donne la permission. L'ambulance était à 20 minutes. Grand-mère Della n'avait pas attendu. Le cœur du garçon battait de manière erratique sous les doigts d'Alara. Pas vite, chaotique, comme un moteur ayant des ratés sur chaque cylindre. « J'ai besoin d'eau chaude, » dit Alara. « Des serviettes propres. Et ces herbes, celles que je viens de livrer. Le romarin, le thym et la lavande séchée. Maintenant. » Personne ne bougea. Maintenant. Rosa disparut par la porte, ses pas résonnant dans le couloir alors qu'elle courait. Le docteur Harlan s'avança, le visage rougi d'indignation. « Monsieur Corsetti, c'est de la folie. Cette femme n'a aucune formation médicale. Elle va tuer votre... » Le canon du Glock de Dominique se pressa contre le front du docteur Harlan avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Acier froid sur peau chaude. La bouche du docteur se figea au milieu de son mot. « Mon fils est déjà en train de mourir, » dit Dominique. Sa voix était plate, vide, la voix d'un homme debout au bord d'un abysse. « Vous me l'avez dit vous-même. Alors soit elle le tue, soit vous l'avez déjà fait. Au moins, elle essaie quelque chose de nouveau. » Les lèvres du docteur Harlan bougèrent. Rien n'en sortit. « 25 secondes, » dit Dominique à Alara, ses yeux ne quittant jamais le docteur. Les doigts d'Alara passèrent du cou de Matteo à sa clavicule, trouvant les points de pression que sa grand-mère avait cartographiés sur le propre corps d'Alara quand elle était enfant. Ici, et ici, et ici. Tu sens ça? C'est là que le système nerveux s'en mêle comme des fils de coton. Tu presses, tu tiens, tu respires. Le corps se souvient comment se guérir lui-même, enfant. Parfois, il a juste besoin d'un rappel. « Que faites-vous » chuchota une infirmière derrière elle. « Son système nerveux est en surchauffe, » dit Alara, ses doigts glissant vers de nouveaux points le long des bras minces de Matteo. Tout s'enclenche en même temps. J'essaie de le réinitialiser, comme redémarrer un ordinateur. Cela semblait insensé. Elle savait que cela semblait insensé, mais la voix de grand-mère Della était dans sa tête maintenant, stable comme un battement de cœur,
guidant ses mains comme elle les avait guidées 15 ans plus tôt, quand Danny devenait bleu sur le sol de la cuisine. Rosa fit irruption par la porte, les bras chargés, un bol d'eau fumante, des serviettes blanches et les herbes éparpillées qu'elle avait ramassées sur le sol du couloir. Alara attrapa une serviette, la plongea dans l'eau chaude, l'essora à moitié et éparpilla les herbes sur le tissu fumant. Romarin pour la circulation, thym pour le système respiratoire, lavande pour les nerfs. L'odeur vive et médicinale inonda la pièce instantanément, coupant l'odeur stérile de l'équipement hospitalier. « C'est du non-sens médiéval », marmonna le docteur Harlan, mais sa voix n'avait plus de force. Alara plia le linge aux herbes et le pressa contre la poitrine de Matteo, directement au-dessus de son cœur. Puis elle commença à frotter en cercle lent et rythmique qui correspondait à la cadence d'un battement de cœur sain. Son autre main continuait de travailler les points de pression le long de son cou et de ses bras. Presser, relâcher. Respirer. Presser, relâcher. Respirer. 1, 2, 3, inspirer. Le corps de Matteo tressaillit violemment. Son dos s'arqua si haut que seuls ses talons et son crâne touchaient le matelas. « Elle aggrave les choses !» hurla quelqu'un. « Arrêtez-la !» Alara ne s'arrêta pas. Elle avait déjà vu cela, le corps se battant avant de s'abandonner à la guérison. Elle pressa plus fort. Les cercles devinrent plus insistants. Les herbes libérèrent leurs huiles dans le tissu chaud, remplissant l'air d'une odeur qui rappelait la cuisine de grand-mère Della par un après-midi de pluie. 4, 5, 6, inspirez. Les moniteurs hurlaient toujours. Le visage de Matteo était toujours bleu. Le doigt de Dominique se crispa sur la détente, non plus visé vers le docteur, mais flottant, incertain, un homme décidant s'il devait mettre fin à quelque chose ou laisser faire. « Votre temps est écoulé, » dit Dominique. Septembre. 8, 9, inspirez. La voix d'Alara resta calme, la sueur roulait sur ses tempes. Ses bras lui faisaient mal, ses mains gercées brûlaient contre le tissu chaud. Mais elle ne s'arrêta pas. Puis, entre deux battements de cœur, quelque chose changea. Le corps de Matteo devint complètement immobile. La pièce retint son souffle. Chaque docteur, chaque infirmière. Même les moniteurs semblèrent faire une pause, comme si les machines elles-mêmes attendaient. Pendant 3 secondes éternelles, rien ne se passa. Le moniteur cardiaque montrait une ligne plate, une traînée verte ininterrompue sur l'écran noir. La main du docteur Harlan couvrit sa bouche. Une infirmière se détourna. Alara continuait de frotter, continuait de presser, continuait de croire. Et puis Matteo haleta. Ce n'était pas le halètement désespéré de quelqu'un qui se noie et meurt. C'était profond, un frisson, le souffle de quelqu'un refaisant surface après un cauchemar. Les poumons se remplissant, la poitrine s'élargissant, la vie inondant de nouveau un corps qui avait presque oublié comment la contenir. Son dos se relâcha contre le matelas. Ses doigts se desserrèrent. La teinte bleue s'effaça de ses lèvres, lentement d'abord, puis tout d'un coup remplacée par le plus léger éclat de rose. Le moniteur cardiaque suivit. Un bip, puis un autre, puis un motif régulier et rythmique qui résonna comme la plus belle musique que quiconque dans cette pièce ait jamais entendue. « Oh mon Dieu !» chuchota une infirmière. Alara s'affaissa en avant, ses mains toujours sur la poitrine de Matteo, sentant son rythme cardiaque stable et renforcé sous sa paume. Ça marchait vraiment. Le docteur Harlan trébucha vers les moniteurs, les yeux écarquillés, incrédule. Ses signes vitaux, l'oxygène, remontent, le rythme cardiaque se normalise, la fonction hépatique se stabilise. Cela ne devrait pas être possible. Mais ça l'était. Les yeux de Matteo papillonnèrent et s'ouvrirent, confus, effrayés, mais vivants. Il leva les yeux vers Alara avec le regard hébété d'un enfant se réveillant dans un endroit étrange entouré d'inconnus. Sa petite main, celle qui griffait les draps, remonta et s'enroula autour du poignet d'Alara. Faible, tremblante, mais s'accrochant comme si elle était la seule chose solide dans un monde
qui avait essayé de le secouer. « Tout va bien, mon grand », chuchota Alara. Sa voix se brisa. Ses yeux se brouillèrent. « Tu vas bien maintenant. Respire, tout simplement. » La prise du garçon se resserra. Il ne lâcha pas. Dominique abaissa lentement l'arme. Son visage ne montrait rien. Ni soulagement, ni gratitude, ni choc. Juste le masque figé et illisible d'un homme recalculant tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Il fixa son fils respirant, conscient, vivant. Puis il fixa l'inconnu qui venait de faire l'impossible. Quand il finit par parler, sa voix était calme, dangereusement calme. Tout le monde dehors. Ce n'était pas une demande. Les médecins se bousculèrent vers la porte, manquant de trébucher les uns sur les autres. Les infirmières attrapèrent le matériel et s'enfuirent. Le docteur Harlan hésita, un dernier regard au garçon qui ne devrait pas être en vie, puis sortit. Rosa tira les lourdes portes en chaîne derrière elle. 3 personnes restèrent. Un chef de la mafia, une livreuse, et l'enfant qu'elle venait de sauver. Les jambes d'Alara tremblaient. L'adrénaline retombait vite. Je devrais y aller. J'ai laissé ma camionnette tourner. J'ai encore 12 livraisons. Et ma fille, asseyez-vous. Alara s'assit. Dominique tira une chaise devant elle, assez près pour qu'elle voie l'épuisement dans ses yeux. La peur qu'il avait cachée. Le bord dangereux d'un homme recalculant tout. « Dites-moi qui vous êtes, dit-il. Dites-moi comment vous avez fait ce que 14 médecins n'ont pu faire. Et dites-moi la vérité, parce que je saurai si vous mentez. Mon nom est Alara Voss. Je suis livreuse pour Fresh Harvest Organics. Je devais déposer des herbes et obtenir une signature. C'est tout ce que je suis. Personne n'est juste quelque chose. Réessayez. J'ai appris de ma grand-mère. Elle s'appelait Della, herboriste à Whitesburg, Kentucky, au fin fond des Appalaches. L'hôpital le plus proche était à 2 heures. Les gens tombèrent malades. Ils vinrent la voir. Elle avait appris de sa mère. Qui avait appris de la sienne? 4 générations de femmes gardant les gens en vie avec leurs mains. Dominique l'étudia. Dans son monde, les menteurs avaient les yeux fuyants. Des histoires trop polies. Cette femme était terrifiée, mais sa peur était authentique, brute, et son histoire avait les bords rugueux que seule la vérité transporte. Vous attendez de moi que je croie qu'une livreuse a sauvé mon fils avec de la médecine populaire. Je n'attends pas de vous que vous croyiez quoi que ce soit. J'attends juste que vous me laissiez partir. Derrière eux, Matteo bougea, un petit gémissement. Le corps d'Alara se tourna vers lui avant que son esprit ne le décide, s'orientant de manière protectrice, instinctivement. De la même façon qu'elle se tournait vers Sophie dans la nuit. Cette réaction était plus difficile à simuler que n'importe quelle histoire. « Je peux m'occuper de lui ?» Dominique hocha la tête. Elle se déplaça aux côtés de Matteo, vérifia son front, puis releva soigneusement sa lèvre supérieure et inclina sa tête pour examiner sa langue. Ses sourcils se froncèrent. « Quoi ?» Dominique fut à ses côtés instantanément. Sa langue. Vous voyez cette décoloration le long des bords? Une légère teinte verdâtre traçait les bordures de la langue de Matteo, à peine visible, à moins de savoir où regarder. Des dizaines de médecins en 4 semaines, aucun n'avait remarqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand mon cousin Danny est tombé malade, sa langue ressemblait exactement à ça. Ma grand-mère disait que ça signifiait que quelque chose de toxique était dans son système. Pas une maladie, un poison. Quelque chose que son corps continuait de combattre parce qu'on le réintroduisait sans cesse. Le mot tomba comme une grenade dans le silence. « Poison », répéta Dominique. « Plat incolore. Les symptômes, les crises. La façon dont son corps rejette chaque traitement, ça ne ressemble pas à une maladie. On dirait que son corps combat quelque chose qui revient sans cesse. » La mâchoire de Dominique se crispa. Les crises ont commencé il y a 4 semaines. J'ai dit au médecin qu'elles semblaient aléatoires. Il s'arrêta. Ses yeux se plissèrent. Non, pas aléatoires. Elles arrivent toujours dans l'heure qui suit les repas. À chaque fois. Ce n'est pas une coïncidence, dit Alara. C'est un emploi du temps. Elle regarda la réalisation s'écraser sur son visage. Pas une maladie mystérieuse. Pas de la malchance. Quelqu'un empoisonnait son fils. Quelqu'un dans sa maison. Quelqu'un ayant accès au repas de Matteo.
quelqu'un qui l'avait regardé dans les yeux chaque jour pendant 4 semaines, tout en assassinant lentement son enfant. Qui prépare sa nourriture? Le personnel de cuisine. Le chef Lorenzo. 2 assistants. Chaque repas supervisé. Chaque ingrédient enregistré. Ses mains se serrèrent en poing. Victor supervise toutes les opérations domestiques. Il approuve personnellement tout le monde en rotation près de Matteo. Il vérifie chaque ingrédient. Chaque. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Quelque chose de terrifiant traversa son visage. Pas de la colère. Quelque chose de plus profond. Une trahison si profonde qu'elle faisait physiquement mal. « Victor », murmura Dominique, « mon bras droit. 17 ans. Nous avons grandi ensemble à Red Hook. Il est le parrain de Matteo. »« Je suis désolé, » dit Alara. Elle le pensait. Dominique sortit son téléphone. Son pouce plana sur l'écran. Puis il le rangea. « Si Victor l'apprend, je sais ce qu'il fera. Matteo devient un risque. » Il finit le travail avant que je puisse agir. Il se tourna vers Alara. Le père désespéré avait disparu. À sa place se tenait le parrain. « Vous en êtes sûr ?»« Non, » admit Alara. Mais 14 médecins n'ont pu le comprendre en 4 semaines. Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. Dominique regarda son fils. Petit, fragile, respirant doucement. Vivant seulement parce qu'une étrangère avait forcé la porte. Quelque chose de meurtrier s'installa dans ses yeux. « Si quelqu'un dans mon organisation essaie de tuer mon héritier, dit-il calmement, il m'a déclaré la guerre. » Il se tourna de nouveau vers Alara, et elle vit tout le poids de qui il était réellement. « Et je ne perds pas de guerre. Vous restez. Ce n'était pas une question. Gardez Matteo en vie. Aidez-moi à trouver des preuves. Faites cela. Et vous et votre fille serez protégés à vie. Et si je refuse ?» Le sourire de Dominique n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes entré dans mon monde au moment où vous avez franchi cette porte. Vous avez vu mon fils. Ma maison. Mon visage. La seule question maintenant est de savoir si vous y survivez. » Alara pensa à Sophie. « J'ai besoin d'appeler ma fille, maintenant. Elle a 5 ans. Elle fait de l'asthme. Elle est à la maison avec une voisine âgée qui peut à peine marcher. Je l'appelle maintenant. Ou vous m'abattez et vous trouvez votre empoisonneur vous-même. » Quelque chose changea dans l'expression de Dominique. Pas de la douceur, de la reconnaissance, un parent en comprenant un autre. « Passez votre appel. » Ses mains tremblaient, tellement qu'il lui fallut 3 tentatives pour composer le numéro. 2 sonneries. « Maman ?» Alara se détourna de Dominique, pressant le téléphone contre son oreille, comme si elle pouvait ramper à travers. « Et ma puce, comment tu te sens? Ma poitrine me fait mal. »« Maman, quand est-ce que tu rentres? »« Bientôt, ma chérie. Je te le promets. Tu dis toujours bientôt. » Une pause. « Promis juré? »« Promis juré. » Madame Delgado prit la ligne. « Elle va bien, Mija. La respiration est meilleure. Mais elle a besoin de cette ordonnance. »« Je sais. Je vais trouver une solution. Gardez-la au chaud. » La ligne se coupa. Le visage de Sophie souriait sur l'écran de verrouillage. Coney Island l'été dernier. De la barbe à papa sur ses joues, riant au soleil. Dominique posa une enveloppe sur la table de chevet. Épaisse, lourde. 50 000, un acompte. Trouvez qui fait ça. Vous obtiendrez 10 fois cela. Une nouvelle maison. Les factures médicales de votre fille couvertes. Les gens qui vous menacent auront disparu. Alara la fixa. 50 000. Le médicament de Sophie. La dette de Duran payée en totalité. Un nouvel appartement avec un chauffage qui fonctionne. Tout ce pourquoi elle se noyait. Elle ne l'a pris pas. Je ne veux pas de votre argent. Les sourcils de Dominique se levèrent. Dans son monde, tout le monde avait un prix. Je veux que votre fils soit en sécurité. C'est tout. Un enfant est empoisonné et je peux aider à arrêter ça. C'est suffisant. Quelque chose d'authentique traversa son visage. Pas un sourire, mais la plus légère fissure dans le granit. Un homme voyant quelque chose qu'il avait oublié exister. Vous êtes soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus stupide. Probablement les deux. Dominique marcha vers la porte. S'arrêta. Ce n'est pas une négociation. Vous n'êtes pas une invitée. Vous êtes à moi jusqu'à ce que ce soit fini. Trouvez l'empoisonneur et vous repartez libre.
Échouer ou essayer de fuir. Il laissa le silence terminer. Service de cuisine. 5 heures du matin. Et à Lara, ne faites confiance à personne. Pas au personnel. Pas aux gardes. Tout le monde ici a des secrets. Certains sont mortels. La porte se ferma. Alara s'assit sur le lit, le téléphone pressé contre sa poitrine. Le visage de Sophie brillait à travers ses doigts. « Trouve la preuve et rentre à la maison », chuchota-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que ce ne serait pas si simple. Le lendemain matin, Dominique le fit entrer. Alara se tenait à côté du lit de Matteo, vérifiant la température du garçon avec le revers de sa main. Quand la porte de la chambre s'ouvrit, 2 hommes entrèrent. Dominique d'abord. Derrière lui, un homme qu'elle n'avait pas vu auparavant. Il était plus petit que Dominique d'une demi-tête. Plus trapu, bâti comme un boxeur retraité, mais qui n'avait jamais perdu son muscle. Cou épais, épaules larges, des mains qui semblaient avoir été brisées et réassemblées plusieurs fois. Son visage racontait l'histoire de trop de combats et pas assez de défaites. Une cicatrice traversait son sourcil gauche, le fendant en deux. Ses yeux sombres balayèrent Alara comme un boucher examine une pièce de viande, mesurant, évaluant, décidant de ce qu'elle valait. « Voici Victor Mancini », dit Dominique. « Mon second. Il supervise toutes les opérations dans cette maison et au-delà. Une pause. Victor, voici Alara Voss. Elle a sauvé la vie de Matteo. » Victor ne tendit pas la main, ne fit pas de signe de tête, ne scia pas. « C'est ce qu'on m'a dit », dit-il. « Un vrai miracle. Les mots étaient injustes. Le ton était mauvais. Aucune chaleur, aucune gratitude, aucun soulagement que son filleul respire au lieu d'être enterré. Juste quelque chose de plat et de froid, comme une porte qui se ferme. Cela donna à Alara la chair de poule. Juste de la chance, dit Alara prudemment. Au bon endroit, au bon moment. Drôle de genre de chance. Victor croisa les bras, le tissu de son costume se tendant sur ses épaules. Une livreuse arrive de nulle part et sait soudainement exactement quoi faire, quand 14 médecins formés n'ont pu le comprendre. Ses yeux se plissèrent. Dans notre métier, nous ne croyons pas aux coïncidences. Vous avez raison de ne pas me faire confiance, dit Alara, soutenant son regard. Je suis une étrangère. Mais le fils de votre patron était mourant, et maintenant il ne l'est plus. Concentrez-vous peut-être sur cette partie. La mâchoire de Victor se crispa. Pendant un instant, quelque chose brilla derrière ses yeux. Pas de la suspicion. Quelque chose de plus tranchant. Alara ne pouvait le nommer, mais c'était comme se tenir trop près d'une flamme nue. J'ai arrangé pour qu'Alara ait accès aux cuisines, dit Dominique, s'interposant entre eux. Pas physiquement, mais avec sa voix. Le patron reprenant la pièce. Elle observera la préparation des repas pour Matteo, s'assurant que tout répond à ses critères. Le changement sur le visage de Victor fut immédiat. Le masque prudent glissa pendant une demi-seconde, révélant quelque chose de brut en dessous. Sa bouche se serra. Ses narines se dilatèrent. Ses yeux passèrent d'Alara à Dominique et revinrent, calculant. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Victor. Sa voix était contrôlée, mais à peine. « Nous avons déjà des protocoles, chaque ingrédient consigné, chaque repas supervisé. Mes gens ont géré cette maison pendant... Vos protocoles ont échoué. » La voix de Dominique aurait pu couper le diamant. « Mon fils a failli mourir sous votre surveillance, Victor. 4 semaines de votre supervision, de vos protocoles, de vos gens. Et Matteo faisait des crises chaque jour, pendant que tout le monde autour de lui haussait les épaules et blâmait la malchance. Il s'approcha. « Alors oui, c'est nécessaire. » Les 2 hommes se fixèrent. 17 ans d'histoire. Des bagarres de rue à Red Hook. Des balles évitées ensemble. Des empires bâtis côte à côte entraient en collision avec quelque chose de nouveau. La suspicion. Le blâme. La ligne de fracture traversant une amitié qui avait survécu à tout, sauf à cela. Victor rompit le premier. Pas son regard. Sa patience. « Bien, » dit-il. Le mot sortit comme une porte qui claque. J'informerai le personnel. Il se tourna vers Alara, et ce qui se trouvait derrière ses yeux avait été verrouillé à nouveau. Scellé sous le béton. Restez en dehors de mon chemin. Il sortit sans se retourner.
Ses pas résonnèrent dans le couloir, lourds, délibérés. La marche d'un homme qui voulait que tout le monde sache exactement où il était et à quel point il s'en moquait. Dominique le regarda partir. Le silence s'étira. « Il est avec moi depuis 17 ans, dit Dominique doucement. Pas à Alara, à lui-même, à la pièce, à tout fantôme d'amitié qui traînait encore. Il m'a tiré d'une voiture qui était à 30 secondes d'exploser, a pris un couteau dans les côtes pour moi devant un entrepôt à Jersey City. Il marqua une pause. Il a tenu Matteo le jour de sa naissance, l'a nommé. Même Matteo était le nom de son grand-père. Alara ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Elle avait appris de Kevin que la trahison ne s'annonce pas. Elle s'assoit à côté de vous au dîner. Elle embrasse votre fille pour lui dire bonne nuit. Elle attend que vous lui fassiez totalement confiance avant d'ouvrir la porte et de laisser entrer le froid. « Pensez-vous toujours que c'est lui » demanda-t-elle. Dominique ne répondit pas. Il regarda son fils, dormant paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Et le silence disait tout. La chambre d'amis était plus grande que son appartement entier dans le Bronx. Des rideaux de soie encadraient des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur le domaine. Un lit king size trônait au centre, parfaitement fait. Des draps si blancs qu'ils semblaient briller. Des peintures à l'huile tapissaient les murs. Des paysages, des portraits, des choses qui appartenaient au musée, pas aux chambres. Un vase en cristal de fleurs fraîches était posé sur la table de nuit. La salle de bain avait un sol chauffant. Alara ignora tout cela. Elle se tint près de la fenêtre, téléphone pressé contre l'oreille, portant toujours le même manteau sale et les mêmes baskets mouillées avec lesquelles elle était arrivée des heures plus tôt. « Elle dort », dit Madame Delgado doucement. « Elle tient ce lapin. Vous savez lequel, celui avec l'oreille manquante. » Alara savait. Elle avait acheté ce lapin dans un magasin à $1 quand Sophie avait 2 ans. Sophie l'avait aimé si farouchement qu'elle lui avait mâché une oreille avant son 3e anniversaire. Alara avait essayé de le remplacer une fois par un plus beau, un vrai doudou d'un vrai magasin de jouets. Sophie avait pleuré jusqu'à ce que le vieux lapin revienne. Sa respiration ? Régulière maintenant. Elle a eu une heure difficile après le dîner. Mais l'inhalateur a aidé. Elle m'a demandé de laisser la lumière du couloir allumée. Une pause. Elle a dit que c'est ce que vous faites. La gorge d'Alara se serra. Je le fais. Quand rentres-tu à la maison, Mija ? Bientôt. J'ai juste... Quelque chose est arrivé au travail. Je serai là dès que possible. Elle raccrocha et fixa l'écran de verrouillage. Sophie à Coney Island. Barbe à papa. Rayon de soleil. Un monde loin de cette prison de marbre. Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya avec sa phalange gercée, étalant de la saleté sur sa peau. Elle ne prit pas la peine de la nettoyer. Le téléphone vibra. Nouveau message. 10 jours. Alara. L'horloge ne s'arrête pas juste parce que tu te caches. Son estomac se noua. Elle fourra le téléphone dans sa poche, les mains tremblantes. 10 jours. $47 000. Et elle était piégée dans un manoir, à jouer au détective, pour un homme qui tuait des gens pour gagner sa vie, pendant que sa fille haletait dans la nuit, dans un appartement froid, avec une femme de 70 ans qui pouvait à peine monter les escaliers. Alara pressa son front contre la vitre froide. À l'extérieur, le domaine s'étendait dans l'obscurité, des haies taillées, des chemins de pierre, des projecteurs de sécurité découpant des cercles blancs sur la pelouse noire. Et là, debout dans la cour en dessous, se trouvait Victor Mancini. Il avait un téléphone pressé contre l'oreille. Sa main libre était enfoncée dans sa poche. Il ne faisait pas les 100 pas. Il se tenait parfaitement immobile. La façon dont un homme se tient quand il ne veut pas être entendu. Son visage était éclairé par la lueur bleue d'une lampe de sécurité. Et même de 2 étages plus haut, Alara pouvait lire son expression. Froide, calculatrice. Le visage d'un homme faisant des plans. Il se tourna légèrement. Et pendant un instant à couper le souffle, Alara crut qu'il regardait directement vers sa fenêtre. Elle recula dans les ombres, le pouls martelant. Quand elle regarda de nouveau, il était parti. Alara s'assit sur le bord du lit, ce lit énorme, beau et inutile, et fixa le mur. 2 enfants avaient besoin d'elle. L'un avait 5 ans,
asthmatique, dormant dans un appartement glacial avec un lapin en peluche à qui il manquait une oreille. L'autre en avait 6. Empoisonné, dormant au bout du couloir dans un manoir plein de gens qui étaient censés le protéger. Et ne l'avaient pas fait. Les deux comptaient sur elle. Et elle était une seule personne avec des mains gercées et $11. Elle sortit son téléphone une fois de plus, regarda le visage de Sophie, puis regarda la porte au-delà de laquelle, quelque part dans cette maison, un garçon de 6 ans respirait ce soir, seulement parce qu'elle avait refusé de partir. « Trouve la preuve », chuchota-t-elle. « Rentre à la maison. » Elle ne dormit pas cette nuit-là. La cuisine à 5 heures du matin était un monde différent. Alara se tenait dans le coin, les bras croisés, regardant le chef Lorenzo et son équipe se déplacer dans leur routine matinale avec une précision militaire. Lorenzo était un petit homme aux mains agiles et aux yeux soupçonneux, le genre de cuisinier qui traitait sa cuisine comme un royaume et tout le monde à l'intérieur comme des envahisseurs potentiels. Il avait jeté un regard à Alara une fois, quand elle était entrée, l'avait jaugée et avait décidé qu'elle ne valait pas une conversation. « C'est vous, la faiseuse de miracles », dit-il enfin, sans lever les yeux des légumes qu'il découpait. Son couteau bougeait si vite qu'il en devenait flou. « Celle qui a sauvé le garçon. J'ai juste eu de la chance. »« La chance ?» ricana Lorenzo. « Dans cette maison, ça n'existe pas. » Alara regardait tout. Chaque ingrédient était étiqueté, pesé, consigné dans un livre relié en cuir. Chaque livraison de fournisseur était vérifiée contre un manifeste imprimé. Chaque repas pour Matteo était préparé sur un poste séparé avec des ustensiles séparés, puis dressé sous la supervision directe de Lorenzo. Les 2 assistants de cuisine, une femme calme nommée Angela et un jeune homme nommé Paolo, suivirent les protocoles sans déviation. Ils portèrent des gants. Ils documentaient tout. Ils n'éternuaient pas sans l'écrire. C'était parfait. Hermétique. Exactement le genre de système que Victor Mancini construirait. Et c'était le problème. Si la cuisine était aussi contrôlée, le poison ne passait pas par la cuisine. Chaque matin à 6 heures, 2 des hommes de Victor, Tommy et Nico, arrivaient avec les livraisons de fournitures. Tommy était grand et mince, le genre d'homme qui disparaissait dans une foule. Nico était son opposé, large, bruyant, avec une chaîne en or qui accrochait la lumière fluorescente chaque fois qu'il bougeait. Il portait des gants. Il consignait chaque article. Il transportait tout à travers le poste de contrôle de Victor avant que cela ne touche un comptoir. Alara passa 3 jours à observer. 3 jours de début à 5 heures du matin, se tenant dans les coins, mémorisant les routines, traquant chaque main qui touchait chaque ingrédient qui allait n'importe où près de la nourriture de Matteo. Elle goûtait ses repas avant qu'il ne les mange, un ordre de Dominique. Bien que Matteo en ait fait sa propre règle avant que quiconque ne le demande. C'est le 2e jour que Matteo la trouva. Elle était dans la cuisine, examinant les registres de livraison, quand elle entendit de petits pas derrière elle. Elle se tourna pour trouver le garçon debout dans l'embrasure de la porte en pyjama, les cheveux bruns en bataille, un dessin au crayon de couleur serré dans ses 2 mains. « J'ai fait ça pour toi », dit-il doucement en le tendant. 2 bonshommes allumettes, un petit, aux cheveux noirs, avec de grands cercles pour les yeux. Un plus grand, aux cheveux jaunes. Un sourire qui s'étirait au-delà des bords du visage. Ils se tenaient en la main. Au-dessus d'eux, en lettres tremblantes, « Alara et moi ». Son cœur se fendit. Elle s'agenouilla à son niveau, prenant le dessin avec précaution, comme s'il était fait de verre. « C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais donnée. »« Merci, Matteo. Peux-tu rester ?» Sa voix était à peine un murmure. Des yeux bruns la regardant avec l'espoir désespéré d'un enfant qui avait appris que les gens partent. Tous les autres me piquent avec des aiguilles. Toi, tu rends les choses meilleures. Je reste aussi longtemps que tu as besoin de moi, dit Alara, brossant ses cheveux noirs de son front. Je te le promets. À partir de ce moment, Matteo s'attacha à elle comme une ombre. Il la suivait dans la cuisine, posant des questions sur chaque herbe, chaque épice, chaque ingrédient qu'elle touchait. Il s'asseyait sur un tabouret à côté d'elle pendant qu'elle examinait les registres, balançant ses jambes et faisant des dessins.
Aux heures des repas, il refusait de manger jusqu'à ce qu'Alara goûte la nourriture en premier, pas parce que Dominique lui avait dit de le faire, mais parce qu'il lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans la maison. Dominique l'autorisait, peut-être parce que cela gardait son fils calme, peut-être parce qu'il observait pour voir si la loyauté d'Alara était réelle. Quoi qu'il en soit, le garçon et la livreuse devinrent inséparables, et le personnel le remarqua. Lorenzo observait avec une curiosité silencieuse. Angela souriait quand elle pensait que personne ne regardait. Tommy et Nico échangèrent des regards. Et Victor remarqua le plus. 3 jours. Alara avait surveillé chaque rotation, chaque livraison, chaque protocole. Tout était propre, tout était consigné. Tout passait par le système exactement comme il le devait, ce qui signifiait que le poison ne passait pas du tout par le système. Il y avait un autre moyen d'entrer, une porte qu'elle n'avait pas encore trouvée. Et chaque jour où elle ne la trouvait pas était un jour de plus où Matteo était en danger. La réponse vint de la dernière personne à laquelle elle s'attendait. C'était le 4e après-midi. Alara aidait à préparer le dîner de Matteo. Poulet grillé, légumes à la vapeur. Tout était biologique, tout consigné, tout propre. Matteo était assis sur son tabouret habituel à côté d'elle, dessinant avec des crayons pendant qu'elle travaillait. Il avait été calme la majeure partie de la journée, ce qui n'était pas inhabituel. Mais il y avait quelque chose de différent dans son silence. Pas de la fatigue, pas de la maladie. Pensif, comme un petit esprit retournant quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Puis il tira sur sa manche. « Alara ? Oui, mon grand. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux dardaient partout dans la cuisine, vers Lorenzo devant la cuisinière, vers Angela lavant la vaisselle, vers l'embrasure de la porte où n'importe qui pourrait apparaître. Puis il se pencha plus près, sa petite voix baissant jusqu'à n'être plus qu'un murmure. Parfois, la nourriture sent bizarre. La main d'Alara s'immobilisa sur la planche à découper. Elle garda un visage neutre. La façon dont elle avait appris à le garder quand les créanciers de Kevin appelaient. Quand le propriétaire frappait. Quand Sophie demandait pourquoi il ne pouvait pas allumer le chauffage. Ne rien montrer. Tout ressentir. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? Pas tout le temps. Matteo jouait avec un crayon, décollant le papier de l'emballage. Juste parfois. Comme quand oncle Victor m'apporte des friandises spéciales. Alara posa le couteau lentement. Son pouls grimpait, mais elle garda une voix douce. Calme. La voix que vous utilisez avec un animal effrayé ou un enfant qui s'apprête à vous dire quelque chose qui pourrait tout changer. Oncle Victor t'apporte des friandises? Matteo hocha la tête. Après le dîner, il dit que ce sont des vitamines. Pour me rendre fort, comme papa. Le garçon fronça le nez. Mais elles sentent comme le médicament que les docteurs me donnent. Le genre amer. À quoi ressemble-t-elle? De petits carrés bruns, comme du chocolat. Il marqua une pause, fronçant les sourcils. Mais pas du chocolat. Elles n'ont pas le goût du chocolat. Elles ont mauvais goût. Et après que je les ai mangées, mon ventre me fait mal. Parfois très mal. Le cœur d'Alara tambourinait si fort maintenant qu'elle était certaine que le garçon pouvait l'entendre. Victor donnait quelque chose à Matteo directement. Pas par la cuisine. Pas par les protocoles méticuleux de Lorenzo. Pas par les livraisons consignées de Tommy et Nico. Il contournait tout, allant droit au garçon avec des friandises qui ressemblaient à des bonbons et sentèrent le poison. « Quand est-ce qu'oncle Victor apporte ses friandises » demanda Alara. Sa voix ne trembla pas. Elle ne le permettrait pas, surtout après le dîner. Parfois avant le lit. Il dit que je dois les manger, sinon je vais décevoir papa. Les yeux de Matteo s'emplirent de confusion. Le regard d'un enfant essayant de comprendre pourquoi quelque chose qui est censé aider le fait se sentir plus mal. Je ne les aime pas, mais oncle Victor dit « Matteo ». Alara s'agenouilla, mettant son visage au niveau du sien. Elle prit ses 2 petites mains dans les siennes. « C'est très important. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. D'accord ?» Il hocha la tête, ses yeux bruns grands ouverts et confiants. « Ne mange rien de ce que t'apporte oncle Victor désormais. Rien. Pas les carrés bruns, pas les vitamines, rien. S'il demande pourquoi, dis-lui que ton ventre te fait encore mal d'avoir été malade. Peux-tu faire ça pour moi? Mais il va dire à papa que je suis. Il ne le fera pas. Je te le promets. Et s'il le fait,
Je parlerai à ton papa moi-même. Mais c'est notre secret pour l'instant. D'accord? Juste entre nous. Le garçon étudia son visage avec le sérieux que seuls les enfants possèdent. Regarder un adulte et savoir, avec une clarté parfaite, s'il ment. D'accord, dit Matteo. Je ne les mangerai pas. Bon garçon. Alara pressa ses mains doucement, puis les lâcha. Maintenant, finis ton dessin. Je veux le voir quand il sera fini. Matteo se tourna de nouveau vers ses crayons, et Alara se tourna vers la planche à découper. Ses mains étaient instables. Son visage était calme. À l'intérieur, son esprit était en feu. Elle avait la piste maintenant. Elle savait comment le poison entrait. Pas par la cuisine, pas par les protocoles, mais par la seule personne qui avait un accès illimité à Matteo, en dehors de chaque système qu'il avait lui-même bâti. Le renard gardant le poulailler. Le parrain nourrissant son filleul avec du poison, déguisé en amour. Mais savoir n'était pas suffisant. Dominique ne bougerait pas sur un pressentiment ou une histoire d'enfant de 6 ans. Il aurait besoin de preuves physiques, indéniables, avant de croire que l'homme qui avait pris un couteau pour lui essayait d'assassiner son fils. Alara devait trouver ses carrés bruns, et elle devait les trouver ce soir. Elle attendit jusqu'à 2 heures du matin. Le manoir était différent dans l'obscurité. Les ombres s'étiraient, plus qu'elles ne le devraient. Les grands couloirs se rétrécissaient en tunnels noirs. Chaque craquement des planchers sonnait comme un coup de feu. Alara se déplaça dans le corridor pieds nus, une astuce de son appartement du Bronx, où les sols gémissaient et où Sophie avait le sommeil léger. Les pieds nus gardèrent les secrets. La carte-clé de Dominique lui permettait d'entrer dans l'aile de la cuisine. Mais le placard verrouillé à l'arrière du cellier, celui que Victor vérifiait chaque nuit, toujours seul, toujours avec sa propre clé qui demandait autre chose. Elle l'avait volé cet après-midi-là. 45 secondes dans le bureau de Victor, pendant qu'il était en réunion avec Dominique. Une petite clé en laiton glissée à l'intérieur d'un étui en cuir dans son tiroir du haut, caché sous des factures de fournitures. Ses mains avaient tremblé tout le temps. Maintenant, elle se tenait dans la cuisine sombre, lampe torche dans une main, clé en laiton dans l'autre. Le placard s'ouvrit avec un déclic étouffé. À l'intérieur, des rangées de compléments, des vitamines, des ingrédients de spécialité pour Matteo. Chaque bouteille étiquetée d'une écriture soignée, chacune scellée, chacune ressemblant exactement à ce qu'elle prétendait être. Alara les examina une par une. Vitamine D, magnésium, zinc, tout était légitime. Puis sa lampe torche trouva un bocal sur l'étagère du bas, poussé vers l'arrière. Verre sombre, étiquette manuscrite, cacao biologique en poudre, smoothie de maître Matteo. Elle dévissa le couvercle, et l'odeur la frappa immédiatement. Pas de chocolat, pas l'odeur chaude et riche du vrai cacao. C'était médicinal, âcre, chimique. Quelque chose qui appartenait à un laboratoire, pas à un cellier. Elle inclina le bocal sous la lampe. Poudre brune. Surtout, mais éparpillés à travers, se trouvaient de minuscules éclats de quelque chose d'autre. Verdâtre, granuleux, posés sur le cacao comme des invités indésirables. Le même verre qu'elle avait vu sur la langue de Matteo. Elle sortit son téléphone et prit 4 photographies. Le bocal, l'étiquette, la poudre en gros plan, le placard montrant la position du bocal. Puis elle scella le couvercle, essuya le verre et le replaça exactement là où elle l'avait trouvé. Elle fermait le placard quand elle entendit des pas. Lourds, délibérés, venant du couloir de service. Pas un garde faisant sa ronde, quelqu'un marchant avec un but. Elle éteignit la lampe, son dos pressé contre le mur du cellier. Sa main droite trouva un couteau de cuisine sur le comptoir. La lame était froide contre sa paume. Les pas atteignirent l'entrée de la cuisine. S'arrêtèrent. Elle pouvait entendre une respiration de l'autre côté. Lente, contrôlée, écoutant. La poignée de la porte tourna. Lentement, puis une voix venant du couloir. « Victor, le patron te veut en haut. » La poignée s'arrêta. Une pause qui s'étira jusqu'à l'éternité. Puis les pas se retirèrent, s'effaçant dans le silence. Alara compta jusqu'à 60, 5 fois, 10 minutes agonisantes dans le noir, avant qu'elle ne fasse confiance à ses jambes pour la porter. Elle verrouilla le placard, empocha la clé
et retourna dans sa chambre sur des pieds tremblants. Elle verrouilla la porte et fixa les photographies. Une preuve, mais pas suffisante. Victor nierait tout, prétendrait qu'elle avait placé les preuves. Dans un monde bâti sur la loyauté, sa parole ne signifiait rien contre 17 ans de fraternité. Elle avait besoin que Victor se condamne lui-même, devant des témoins, sans aucune place pour nier. L'opportunité arriva au petit déjeuner. « Nous organisons un dîner de célébration demain soir », annonça Dominique. Matteo était assis à côté de lui, mangeant des œufs brouillés, le premier véritable appétit que le garçon montrait depuis des semaines. La couleur était revenue sur ses joues. Ses yeux étaient de plus brillants. Il avait l'air, pour la première fois depuis qu'Alara l'avait rencontré, d'un enfant et non d'un patient. Le rétablissement de Matteo, continua Dominique. Famille et cercle restreint seulement. Il est temps de montrer à tout le monde que la famille Corsetti ne se brise pas. Victor leva les yeux de son café. Est-ce bien sage? Il est encore faible. Il est assez fort. Dominique ébouriffa les cheveux de son fils. Et c'est le moment. Ses yeux trouvèrent Alara à l'autre bout de la table. « Vous vous joindrez à nous. »« Bien sûr, » dit Victor, sa voix soigneusement neutre. « Elle est la raison pour laquelle nous célébrons. » Cet après-midi-là, Alara alla voir le chef Lorenzo avec une demande. « J'aimerais préparer un toast traditionnel pour le dîner, » dit-elle. Une vieille recette de famille, quelque chose que ma grand-mère préparait pour les célébrations. Herbes, miel, citron, une touche de brandy. C'est une bénédiction, une façon d'honorer la guérison et les nouveaux départs. Lorenzo sourit. Il était territorial avec sa cuisine, mais Alara avait gagné un respect bourru au cours des 4 derniers jours. Elle travaillait calmement, nettoyait après elle et ne lui disait jamais comment faire son travail. Ça comptait. « Vous utiliserez votre propre poste, » dit-il. « Et vous nettoyez votre propre désordre. » Marché conclu. Alara passa l'après-midi à préparer. Des verres individuels pour chaque invité du dîner, 14 au total. La base était simple et inoffensive. Du miel chaud dissous dans l'eau, du thym frais et du romarin infusé jusqu'à être parfumé. Un trait de citron, un soupçon de brandy. Agréable, aromatique. Le genre de boisson qui vous donnait l'impression que la grand-mère de quelqu'un s'occupait de vous. 13 verres. Tous identiques, tous sûrs. Le 14e était différent. Dans l'armoire à pharmacie de la chambre d'amis, Alara avait collecté des comprimés courants. En vente libre, rien de dangereux ou de permanent. Écrasés et dissous, ils causeraient des symptômes temporaires. Rythme cardiaque rapide, sueur, spasmes musculaires, inconfortable, effrayant à regarder, mais inoffensif. Le corps les évacuerait en 20 minutes. À cela, elle ajouta une petite quantité de la poudre de cacao contaminée du placard verrouillé de Victor. Juste assez, 1/4 de cuillère à café. Soigneusement mesurée pour produire la même décoloration verdâtre sur la langue qu'elle avait trouvée sur celle de Matteo. Elle remua le verre de Victor lentement, regardant la poudre se dissoudre dans le liquide sombre. La couleur était légèrement plus profonde que les autres, à peine perceptible, à moins de savoir où regarder. Ses mains tremblaient. C'était un pari. Le plus gros, le plus terrifiant pari de sa vie. Si elle se trompait sur Victor, si d'une manière ou d'une autre, la poudre de cacao était innocente et que les grains verts étaient naturels, elle venait d'empoisonner un homme innocent devant une pièce pleine de tueurs. Si elle avait raison, mais que le plan échouait, si Victor remarquait la couleur différente, si quelqu'un échangeait les verres, si les symptômes ne se manifestaient pas comme prévu, Victor saurait qu'elle le soupçonnait, et elle serait morte avant le dessert. Quoi qu'il en soit, demain soir se terminerait mal pour quelqu'un. Alara plaça les 14 verres sur un plateau, les couvrit d'un linge propre et les rangea dans le réfrigérateur secondaire de la cuisine. Elle étiqueta le plateau d'une écriture soignée. Bénédiction traditionnelle de famille. Dîner de célébration. Puis elle se tint seule dans la cuisine vide, les mains à plat sur le comptoir en acier froid, et respira. Demain soir, une chance, un verre, une vérité. Elle pensa à Sophie, au lapin en peluche à l'oreille manquante, aux promesses jurées et à la barbe à papa à Coney Island.
Puis elle pensa à Matteo, ses yeux bruns la regardant. « Peux-tu rester ?» Elle se lava les mains, les essuya sur son jean et sortit de la cuisine. La salle à manger ressemblait à celle d'un film sur des gens qui ne se soucient jamais de l'argent. 3 lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur de la porcelaine fine qui était dans la famille Corsetti depuis 4 générations. Couverts en argent, roses blanches au centre parce qu'Isabella avait aimé les roses blanches. Les bougies jetaient de minuscules arcs-en-ciel sur le linge. 14 hommes en costumes coûteux prirent place. Capot, homme de main, lieutenant, le cercle intérieur. Ils riaient et se serrèrent la main, mais leurs yeux étaient vigilants. Dans ce monde, même une célébration était une partie d'échecs. Dominique était assis en bout de table, Matteo à côté de lui dans un petit costume et un rehausseur, souriant d'un vrai sourire. Le premier qu'Alara voyait, il transformait son visage fragile en quelque chose de radieux. Directement en face de Dominique, à la place d'honneur, se tenait Victor, costume anthracite, chemise blanche, le masque parfait. Alara était à l'autre bout, entre 2 capots qui la dévisageaient avec une curiosité ouverte. Un moineau à une table de faucon. Dominique se leva. La pièce tomba instantanément dans le silence. « Messieurs, il y a 4 semaines, je pensais avoir tout perdu. Mon fils était mourant, et les meilleurs médecins du monde me disaient qu'il ne pouvait rien faire. » Sa main reposait sur l'épaule de Matteo, serrant un peu trop fort. « Puis cette femme est entrée dans ma maison et a fait ce que 2 millions de dollars n'ont pu faire. » Chaque regard se tourna vers Alara, à la santé de Matteo, et aux secondes chances. À Matteo, la pièce fit écho. Le chef Lorenzo s'avança avec un plateau d'argent, 14 petits verres de liquide ambré sombre. Une bénédiction traditionnelle de famille, annonça-t-il, préparée par mademoiselle Voss en l'honneur du rétablissement de maître Matteo. Les verres furent distribués. Alara regarda celui de Victor, un peu plus sombre que les autres, être placé devant lui. Il le prit, le tourna à la lumière et leva un sourcil vers elle. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Vieille recette de famille, » dit Alara. Sa voix était stable. Son cœur essayait de lui briser les côtes. Ma grand-mère disait que cela apporte la protection à ceux qui la méritent. Et révèle la vérité. Quelque chose flotta dans les yeux de Victor, rapide, froid, parti avant que quelqu'un d'autre puisse le saisir. Mais il ne pouvait refuser. Pas ici, pas devant Dominique et 14 hommes qui le regardaient. Hésiter serait suspect, et Victor Mancini n'avait pas survécu 17 ans en montrant des signes de faiblesse. Dominique leva son verre, à la famille, à la loyauté, au sang que nous partageons et aux liens que nous gardons. À la famille, tout le monde but. Victor vida le sien d'un trait comme un homme boit quand il veut que tout le monde voie qu'il n'a rien à cacher. Alara laissa le liquide toucher ses lèvres, mais n'avala pas. Elle posa son verre et commença à compter. 3 à 5 minutes. C'était tout ce dont les comprimés avaient besoin. La conversation coulait. Un capot fit rire Matteo avec un tour de cartes. Le vin fut servi. Pendant quelques minutes, cela sembla presque normal. Alara compta et attendit que le monde change. 3 minutes. La main de Victor trembla. Il posa son verre de vin rapidement, trop rapidement, et pressa sa paume à plat contre la table. L'homme à côté de lui ne remarqua rien. Personne ne remarqua rien. Pas encore. Alara remarqua. 30 secondes plus tard, de la sueur apparut sur le front de Victor. Pas la légère humidité d'une pièce chaude, mais d'épaisses perles qui roulèrent sur ses tempes, jusque dans son col. Son visage, toujours contrôlé, toujours composé, commença à perdre ses couleurs. Le bronzage s'effaça comme de l'eau d'un verre fêlé, laissant quelque chose de gris et de malade en dessous. « Tout va bien, Victor ?» demanda le capot à côté de lui. « Très bien, » dit Victor, mais sa voix était étranglée, pressée entre des dents serrées. Sa main passa de la table à sa poitrine, les doigts s'écartant sur son cœur. Son corps tressaillit. Pas un sursaut, pas un frisson, un spasme violent de tout le corps qui claqua sa colonne vertébrale en arrière et fit crisser sa chaise sur le sol de marbre.
Son verre de vin bascula, le rouge se répandant sur le linge blanc comme une blessure. Puis cela recommença, plus fort. Ses bras se bloquèrent sur ses côtés. Sa mâchoire se serra si fort qu'Alara pouvait entendre ses dents grincer depuis l'autre bout de la table. Ses yeux s'agrandirent, non de douleur, mais de reconnaissance. Il connaissait ce sentiment. Il l'avait regardé arriver à quelqu'un d'autre. Nuit après nuit, pendant 4 semaines, Victor s'effondra sur le côté. Sa chaise bascula et s'écrasa sur le sol. Son corps frappa le marbre et continua de convulser. Dos arqué, jambes s'agitant, mousse se formant au coin de sa bouche. La même mousse, les mêmes convulsions. La même danse désespérée et grotesque qui avait failli tuer un garçon de 6 ans sur des draps de soie. La salle à manger explosa. Les hommes bondirent sur leurs pieds. Les chaises crissèrent et basculèrent. Quelqu'un cria pour appeler un médecin. Quelqu'un d'autre saisit les épaules de Victor, essayant de le maintenir immobile. Dominique fit le tour de la table en quelques secondes, s'agenouillant à côté de son plus vieil ami. « Victor, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Dominique était brute, l'instinct l'emportant sur la suspicion. 17 ans de fraternité le tirant à genoux, à côté de l'homme qui pourrait être le tueur de son fils. Alara se leva lentement. La pièce était un chaos autour d'elle. Hommes hurlant, verres renversés. Le corps de Victor convulsant sur le sol, mais Alara se déplaçait à travers tout cela, comme une femme marchant dans un rêve. Calme, délibérée, chaque pas mesuré. C'était le moment, le point de non-retour, le bord de la falaise qu'elle construisait depuis 5 jours. C'est ce que Matteo a enduré. Sa voix coupa le chaos comme une lame à travers la soie. Pas fort, pas en criant. Juste clair. Assez clair pour atteindre chaque oreille dans la pièce et faire taire chaque bouche. Les hommes se tournèrent. Tous, 14 pères Dieu la trouvèrent d'un coup. Chaque jour, continua Alara, marchant vers le corps convulsant de Victor. Chaque repas, chaque crise qui a failli le tuer. C'est ce que le fils de votre patron a vécu pendant 4 semaines. La douleur que vous voyez en ce moment, un garçon de 6 ans l'a ressentie chaque fois qu'il mangeait. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda l'un des capots. Alara s'agenouilla à côté de Victor. Ses crises s'apaisaient. Les comprimés étaient conçus pour culminer vite et s'estomper. Mais son corps tremblait encore, et sa respiration venait par saccades, saccadée et désespérée. Elle se pencha, prit sa mâchoire fermement d'une main, releva sa lèvre supérieure de l'autre. « Regardez sa langue, dit-elle. Vous tous, regardez. » La décoloration verdâtre traçait les bords de la langue de Victor comme une tache. La même teinte, le même motif, la même signature de poison qu'Alara avait trouvée sur la langue de Matteo 5 jours plus tôt. « Cela ne vient pas de ma boisson, dit Alara. Je lui ai donné un mélange inoffensif, des comprimés qui imitent les symptômes pendant 20 bonnes minutes. Il ira bien. » Elle leva les yeux vers Dominique. Ce verre sur sa langue vient de la même toxine qui a tué Matteo à petit feu. Une toxine qu'une seule personne dans cette maison avait l'accès exclusif de délivrer. Elle sortit son téléphone et le tendit à Dominique. Les 4 photographies, le bocal, l'étiquette, la poudre au grain vert, l'étagère du placard, brillaient sur l'écran. « J'ai trouvé ça il y a 3 nuits, dit-elle, dans le placard verrouillé du cellier de la cuisine, celui dont Victor seul a la clé. Un bocal étiqueté « cacao biologique en poudre pour les smoothies de Matteo ». Sauf qu'il ne sent pas le cacao, ne ressemble pas au cacao, et contient le même composé qui a détruit les organes de votre fils. Dominique prit le téléphone. Ses yeux passèrent de photographie en photographie, son visage ne montrant rien, mais sa main, celle qui ne tenait pas le téléphone, s'était serrée en un point si fort que les articulations étaient devenues blanches. « Et les friandises, dit Alara, de petits carrés bruns. » Victor les donnait à Matteo directement après le dîner, avant le coucher. Lui disait que c'était donc des vitamines. Lui disait qu'il décevrait son père s'il ne les mangeait pas. Sa voix ne vacilla pas. Matteo me l'a dit lui-même. Il a dit qu'ils avaient un goût amer et lui faisaient mal au ventre. La pièce était silencieuse. 14 hommes se tenaient figés autour d'une table de vin renversée et de verres culbutés, assimilant ce qu'ils venaient de voir. Sur le sol,
Les convulsions de Victor avaient cessé. Il était allongé sur le dos, la poitrine haletante, fixant le lustre. Ses yeux se tournèrent vers Dominique, et dans ses yeux, Alara vit le moment exact où un homme réalise que sa vie est finie. Dominique s'accroupit à côté de Victor, lentement, de la façon dont il s'était accroupi à côté du lit de Matteo 100 fois au cours des 4 dernières semaines. Il tint le téléphone devant le visage de Victor, la photographie du bocal, les grains verts vifs sur l'écran brillant, les friandises spéciales, murmura Dominique, les vitamines que tu lui donnais chaque nuit. La bouche de Victor s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit de nouveau. Elle ment, haleta-t-il. C'est elle qui l'a mis là. Elle essaie de... Matteo lui a dit Victor. La voix de Dominique était à peine audible, plus dangereuse que n'importe quel cri. Mon fils, ton filleul. Il lui a dit que les friandises que tu lui donnais lui faisaient mal au ventre. Il lui a dit qu'elles avaient un goût de médicament. Une pause. Il a 6 ans. Il ne sait pas mentir. Les yeux de Victor dardèrent de partout dans la pièce, cherchant un allié. Une sortie. Une fissure dans le mur qui se refermait sur lui. Il ne trouva rien. Chaque visage braqué sur lui portait la même expression. Pas de la colère, pas du choc, la compréhension. La terrible et finale compréhension d'hommes vivant dans un monde où la trahison était le seul péché impardonnable. Dominique se leva. Il regarda l'homme qui avait été son frère pendant 17 ans, son meilleur ami, le parrain de son fils, l'homme qui l'avait tiré d'une voiture en feu et pris un couteau dans les côtes pour lui. Pourquoi? Un seul mot, murmuré, plus dangereux qu'une balle. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Puis quelque chose changea sur le visage de Victor. Le désespoir s'effaça, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid. Le masque se brisant pour révéler ce qui avait toujours été en dessous. S'il tombait, il ne tomberait pas en suppliant, parce que tu étais faible. Sa voix était rauque, mais les mots étaient tranchants, visés comme des balles. Ton père a bâti cet empire sur la peur et le sang. Marco Corsetti, l'homme qui faisait disparaître les juges, c'était un roi. Victor se redressa, trempé de sueur, tremblant, mais brûlant, et tu t'es ramolli. Dès l'instant où ce garçon est né, tu as changé. À t'inquiéter pour les fédéraux. À parler de devenir légitime. Ton père aurait eu honte. Mon père est mort, dit Dominique, plat, contrôlé. Et tu vas le suivre. Victor pointa un doigt tremblant vers Matteo. Toutes les familles de New York peuvent le sentir. Les Valentino, les Marchetti, ils tournent autour de nous depuis 2 ans. Matteo était l'encre, la raison pour laquelle tu ne faisais pas ce qui devait être fait. Une fois lui parti, tu te serais rappelé qui tu es vraiment. Alors vous avez décidé d'assassiner un garçon de 6 ans, dit Alara doucement. Votre filleul, un enfant qui vous appelait oncle, qui a mangé ce que vous lui donniez parce qu'il avait confiance. Les yeux de Victor la trouvèrent. Haine pure. Tu aurais dû rester dans ta camionnette de livraison, et vous n'auriez jamais dû toucher à ce garçon. Quelque chose de téméraire s'empara de Victor. L'abandon d'un homme qui sait que les prochaines minutes sont ses dernières. Tu veux toute la vérité? Les Valentino m'ont approché il y a 8 mois, m'ont offert ton siège, les ports, les syndicats, tout en échange de libérer le chemin. Sa voix remplit la pièce. Je t'ai regardé annuler le contrat Marchetti, rendre des territoires à Brooklyn, transformer cette famille en plaisanterie parce que tu étais trop occupé à jouer au papa. Alors j'ai dit oui. Les capots fixaient, certains livides, d'autres la main sur leurs armes. Ils m'ont donné le composé, action lente, censé être indécelable. Ses yeux se posèrent sur Alara. Je l'ai mis dans la poudre de cacao. J'ai fait les friandises moi-même. Je les ai données à Matteo chaque nuit. Et je me disais que c'était nécessaire, que je sauvais cette famille de toi. Vous étiez en train de tuer un enfant, dit Alara. Je faisais ce que Dominique ne voulait pas faire. Quelqu'un devait prendre la décision d'IF. Assez. Un mot. Calme comme une tombe qui se ferme. Dominique n'avait pas bougé pendant toute la confession, n'avait pas crié, n'avait pas bondi. Il avait simplement écouté pendant que 17 ans de confiance étaient démantelés mot par mot jusqu'à ce que rien ne reste que des décombres. Son visage ne montrait rien.
Mais ses yeux brûlaient. Victor bougea plus vite qu'un homme venant d'avoir des convulsions n'en avait le droit. Sa main descendit vers sa cheville, un mouvement si pratiqué qu'il était presque invisible, et remonta tenant un pistolet compact d'un étui que personne n'avait remarqué. Petit, noir, le genre d'arme conçue pour être oubliée jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Mais il ne visa pas Dominique, il visa Alara. « Tu as tout gâché. » Le coup de feu explosa dans la salle à manger, un son si fort qu'il rendit l'air solide. Mais Alara ne ressentit aucune douleur, aucun impact, rien. Parce que Dominique avait bougé en premier. Il s'était lancé sur Victor par le côté, couvrant la distance entre eux en une seule foulée explosive. Son épaule heurta Victor aux côtes au moment exact où la détente fut pressée. Et la balle partit de travers, traversant la fenêtre derrière la tête d'Alara, brisant le verre en 1000 morceaux qui retombèrent comme une neige acérée. Alara ne se figea pas. Elle tourna vers Matteo. Le garçon était rigide sur son rehausseur, les yeux énormes, les mains plaquées sur les oreilles. Elle l'attrapa, le souleva de sa chaise avec une force qu'elle ne se connaissait pas, et le tira sous la table. Elle pressa son visage contre son épaule, entoura son corps tremblant de ses 2 bras, et se courba sur lui comme une carapace. « Ferme les yeux, mon grand », chuchota-t-elle avec urgence. « Ne regarde pas, n'écoute pas, reste juste avec moi. » Et elle commença à chanter, doucement, à peine audible sous la violence qui éclatait au-dessus d'eux. La berceuse que grand-mère Della chantait les soirs d'été au Kentucky, quand les grillons étaient pas bruyants, et que le monde était doux, et que rien de mal ne pouvait t'atteindre si quelqu'un t'aimait assez pour te serrer fort. Au-dessus d'eux, le monde était tout sauf doux. Dominique et Victor s'écrasèrent d'âge contre la table à manger, en voyant les assiettes, les verres et l'argenterie voler dans toutes les directions. La porcelaine se brisa sur le sol de marbre. Un candélabre bascula, renversant de la cire chaude sur le linge blanc. La table gémit et bougea sous leur poids combiné, alors qu'ils luttaient pour l'arme. 17 ans d'amitié s'évaporèrent dans la violence entre eux. Victor enfonça son coude dans la mâchoire de Dominique, un coup brutal de combattant de rue qui fit claquer la tête du patron sur le côté. Dominique répondit en frappant la main armée de Victor contre le sol, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le pistolet glisse sur le marbre. « Patron !» L'un des capots fit un pas en avant, cherchant son arme. « Reculez !» Le rugissement de Dominique arrêta la pièce. Le sang coulait de sa lèvre fendue. Son costume était déchiré à l'épaule, mais ses yeux étaient clairs et absolus. « Il est à moi !» Les capots formèrent un cercle autour d'eux, la main sur leurs armes, mais sans les dégainer. C'était personnel, sacré. Une trahison aussi profonde ne pouvait être répondue que par Dominique lui-même. Victor se dégagea, se jetant sur l'arme tombée. Ses doigts se refermèrent dessus, juste au moment où le pied de Dominique le frappa aux côtes. Un coup de pied avec assez de force pour briser un os. Victor halta, mais continua de bouger, levant l'arme. Dominique attrapa un couteau de table sur le sol et trancha vers le haut. Victor hurla quand la lame ouvrit une entaille sur son avant-bras. L'arme tomba de nouveau, mais Victor n'en avait pas fini. Il sortit une 2e arme de sa ceinture, plus grosse, un 9 mm caché sous sa veste, la réserve que personne ne connaissait, la police d'assurance d'un homme qui avait planifié la trahison assez longtemps pour prévoir chaque issue. « Tu aurais dû le laisser mourir », cria Victor, le sang coulant de son bras. « La famille aurait été plus forte, tu aurais été. » Il tira. La balle toucha Dominique à l'épaule gauche, le faisant pivoter. Le sang gicla sur la nappe blanche. Plusieurs capots dégainèrent instantanément, les canons se levant. Les doigts sur les détentes, mais Dominique leva la main. Une commande claire, malgré son sang imbibant sa chemise. « Ne bougez pas !» Victor essaya de viser à nouveau, mais son bras tremblait, la perte de sang et l'adrénaline conspirant contre lui. Dominique chargea. Il saisit Victor par la taille et le projeta en arrière contre le buffet de porcelaine. Le fracas fut assourdissant. Porcelaine et cristal explosant dans toutes les directions. 4 générations de l'héritage Corsetti réduites en éclats.
Les deux hommes tombèrent dans les débris. Victor asséna un coup de coude vicieux à l'épaule blessée de Dominique. Le patron grogna de douleur. Victor saisit un éclat d'assiette brisé et taillada le visage de Dominique. Dominique lui saisit le poignet. Vrilla. Les os craquèrent comme du bois sec, un son qui coupa le chaos avec une clarté chirurgicale. Victor hurla. « Tu as empoisonné mon fils », dit Dominique. Sa voix était froide, finale. La voix d'un homme rendant un verdict déjà décidé. « Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour alors que tu assassinais mon sang. J'essayais de sauver. » Halta Victor. « Tu t'es tué au moment où tu l'as touché. » Dominique arracha le 9 mm de la prise brisée de Victor. En un mouvement fluide, il pressa le canon contre le front de Victor. Leurs yeux se rencontrèrent. Deux hommes qui avaient grandi dans le même quartier à Red Hook, qui avaient volé des voitures ensemble à 15 ans, qui avaient bâti un empire ensemble brique par brique ensanglanté, qui s'étaient tenus côte à côte aux funérailles d'Isabella et avaient pleuré. Tout cela, chaque souvenir, chaque dette, chaque lien, réduit à une gâchette et une prière. Dominique ne pria pas. Il tira. Le son fut assourdissant dans l'espace clos. Le corps de Victor devint inerte. Ses yeux fixaient le néant, le lustre au-dessus, le plafond peint d'ange, un endroit vide au-delà de tout cela. Dominique se leva lentement, respirant fort, couvert de sang. Un peu du sien, surtout celui de Victor. Il regarda le corps de son plus vieil ami, son frère en tout sauf par le sang, et ne ressentit rien d'autre qu'une finalité froide et propre. « Que cela serve de leçon, » dit Dominique, s'adressant à la pièce. Ses yeux ne quittèrent jamais le cadavre de Victor. « Personne n'empoisonne mon sang et ne reste en vie. Personne ne trahit cette famille et ne s'en va indemne. La loyauté est tout. » Il marqua une pause. « Sans elle, vous n'êtes rien. » Les capots inclinèrent la tête. Une marque de soumission absolue et d'allégeance renouvelée. « Oui, patron, » murmurèrent-ils. Sous la table, Alara serrait Matteo et continuait de chanter. Le visage du garçon était enfoui dans son épaule, ses petits poings agrippant son chemisier. Il tremblait, mais il ne pleurait pas. Il écoutait sa voix, la berceuse qui avait survécu à sa chanteuse, et il tenait bon. « Que quelqu'un nettoie ça, » dit Dominique. « Appelez le docteur Harlan pour mon épaule. » Puis ses yeux trouvèrent la table renversée, où Alara et Matteo étaient abrités. Son expression s'adoucit, à peine, presque imperceptiblement, mais suffisamment. « Alara, sors-le » Alara émergea lentement. Matteo était toujours serré contre sa poitrine, son visage enfoui dans son épaule, ses petits poings agrippant son chemisier si fort que le tissu s'était déchiré à la couture. Son corps tremblait, non des convulsions violentes du poison, mais du tremblement calme et incontrôlable d'un enfant qui avait entendu des choses qu'aucun enfant ne devrait entendre. La salle à manger était une ruine, porcelaine brisée, meubles renversés, du sang sur le marbre, sur la nappe, sur les murs. Le lustre oscillait encore légèrement de la violence qui s'était déroulée en dessous. Les gardes s'activaient déjà, calmes, efficaces, retirant ce qui avait été Victor Mancini du sol avec l'aisance pratiquée d'hommes qui avaient déjà fait cela. Dominique s'agenouilla. Son bras gauche pendait à son côté, le sang imbibant sa chemise par la blessure à l'épaule. Mais il s'abaissa au sol comme si la douleur n'existait pas. Il tendit sa bonne main et toucha le visage de Matteo doucement. Si doucement qu'il semblait impossible que la même main vienne de mettre fin à une vie. « Matteo !» Sa voix était différente maintenant, dépouillée d'autorité, de danger, de tout sauf de la tendresse brute d'un père qui a failli perdre son fils 2 fois. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que plus personne ne te fera jamais de mal comme ça. » Matteo ouvrit les yeux, vit le visage ensanglanté de son père et éclata en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'était du soulagement. Le genre qui ne vient que lorsque la terreur vous a tenu si longtemps que son absence ressemble à une libération physique, comme un poing qui s'ouvre après des semaines de crispation. Il se jeta vers Dominique. Père et fils se serrèrent sur le sol de la salle à manger en ruine, entourés de verres brisés et de sang, et des séquelles de la trahison.
Et pendant un instant, rien d'autre n'existait. Ni l'Empire, ni les capots debout, tête baissée, ni le corps que l'on emportait par l'entrée de service. Juste un homme et son garçon. Alara recula. Elle leur laissa de l'espace comme elle avait appris à le faire, tranquillement, sans qu'on le lui demande. L'instinct d'une femme qui avait passé sa vie en marge de celle des autres. Elle s'appuya contre le mur, ses jambes lâchant enfin. Elle glissa jusqu'au sol, ses mains tremblaient. Son chemisier était déchiré. Il y avait du sang sur ses chaussures. Pas le sien, pas celui de quelqu'un qu'elle avait touché. Mais c'est tout comme. Elle ferma les yeux et vit le visage de Victor. Le moment avant la balle. La façon dont ses yeux étaient devenus vides. Elle avait vu un homme mourir. Elle en avait été la cause. 3 jours plus tard. Le soleil se leva sur le domaine Corsetti et peignit le ciel de nuances roses et dorées. Alara se tenait sur le seuil de la chambre de Matteo, regardant le garçon dormir. Pas de moniteur, pas de médecin désespéré, pas de poison coulant dans son petit corps, juste un enfant respirant régulièrement, roulé en boule autour d'un oreiller, rêvant de ce dont rêvent les enfants de 6 ans. Elle avait à peine dormi depuis le dîner. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les mêmes images passaient en boucle. La confession de Victor, les coups de feu, le sang se répandant sur le linge blanc. Elle avait vu un homme mourir. Elle avait orchestré le moment qui avait mené à sa mort. C'était le monde dans lequel elle était tombée. C'était le prix pour avoir sauvé une vie. Vous êtes levé tôt. Alara se tourna. Dominique se tenait dans le couloir, son bras dans une écharpe à cause de la blessure à l'épaule. Il avait l'air fatigué, plus qu'une fatigue physique, le genre qui vit dans les os. Mais il y avait quelque chose de plus léger en lui aussi, quelque chose de relâché, comme si une chaîne qu'il traînait avait enfin été coupée. « Je ne pouvais pas dormir », admit Alara. « Je n'arrête pas de le voir. La première fois est toujours la plus dure, la première fois qu'on est témoin d'une chose pareille. » Alara marqua une pause. « La première fois qu'on en ait la raison. Si vous ne l'aviez pas dénoncé, il aurait continué à empoisonner Matteo jusqu'à ce que mon fils soit mort. » La voix de Dominique était calme, mais absolue. « Vous l'avez sauvé 2 fois, Alara. Une fois du poison, une fois de l'empoisonneur. Ne portez pas une culpabilité qui n'appartient qu'à Victor. » Ils restèrent en silence un moment, tous deux regardant Matteo dormir. La poitrine du garçon se soulevait et s'abaissait au rythme paisible de quelqu'un qui se sentait enfin en sécurité. « Les autres familles en entendront parler, » dit Dominique. « Elles sauront qu'il y avait un traître dans mon cercle restreint. Certains y verront de la faiblesse, d'autres y verront de la force, que j'ai traité la trahison rapidement et personnellement. Et vous, comment le voyez-vous » demanda Alara. La mâchoire de Dominique se crispa. Un rappel. Que la confiance se mérite, elle ne se donne pas, et que les ennemis les plus dangereux sont ceux qui dorment sous votre toit. Matteo bougea, ses yeux papillonnèrent, et quand il vit Alara dans l'embrasure, tout son visage s'éclaira. La joie absolue et sans phare d'un enfant qui voit la personne en qui il a le plus confiance. « Alara !» Il s'assit rapidement, tendant les mains vers elle. « Tu es encore là. » Elle s'approcha de son lit, vérifiant son front par habitude. « Bonjour, mon grand. Comment te sens-tu ?»« Bien, vraiment bien. » Il regarda entre elle et son père. « Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que je suis vraiment en sécurité maintenant ?» Dominique s'assit sur le bord du lit, sa bonne main posée sur l'épaule de Matteo. « Tu es en sécurité, je te le promets, grâce à Alara. » Matteo jeta ses bras autour d'elle, la serrant avec la force féroce et spontanée d'un enfant. « Elle m'a sauvé. Elle est comme... » Il marqua une pause, cherchant le mot juste. « Comme tante Alara. » Le titre resta suspendu dans l'air. Simple, innocent, profond. Alara sentit les larmes lui piquer les yeux pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. « Tante Alara, ça me plaît. »« Alors c'est réglé, » dit Dominique. Quelque chose de chaleureux passa dans sa voix habituellement froide. « Tu fais partie de la famille maintenant. » Plus tard ce matin-là, Dominique appela Alara dans son bureau. Il poussa un dossier sur le bureau. L'acte de propriété d'une maison à Westchester. 4 chambres. Le meilleur district scolaire de l'État pour Sophie. À vous, libre de toute dette. Il marqua une pause. Un compte bancaire à votre nom. 500 000 $.
Votre dette envers Duran est réglée. Il ne vous contactera plus. Les médicaments pour l'asthme de Sophie et ses soins médicaux sont couverts à vie. Alara ouvrit le dossier. Une maison coloniale blanche avec une pelouse verte et un portique de balançoire. Sophie n'avait jamais eu de jardin. Elle le referma. Le repoussa. Matteo a encore besoin de moi. Les sourcils de Dominique se levèrent. Vous pouvez me donner un manoir et un compte en banque, mais ce garçon a besoin de stabilité. Quelqu'un en qui il a confiance. Pas du personnel. Le personnel ne l'a pas sauvé. Le personnel n'a pas remarqué qu'il était empoisonné. Alara soutint son regard. Laissez-moi rester. Dans la cuisine, à superviser ses repas. À m'assurer que chaque ingrédient qui entre dans cette maison est sûr. Vous voulez être une employée de cuisine alors que vous pourriez avoir un manoir. Je veux être la personne qui garde votre fils en vie. Tout le reste n'est que du bruit. Dominique rit d'un vrai rire, profond et chaleureux, jaillissant de lui comme quelque chose qu'il avait oublié pouvoir faire. Vous êtes la femme la plus étrange que j'ai jamais rencontrée, Alara Voss. Je prendrai ça pour un compliment. C'en est un. Il tendit la main. Vous restez. Vous veillez sur Matteo. Mais la maison et l'argent sont à vous de toute façon. Pour Sophie. Une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. L'aube se leva le lendemain matin dans des nuances de rose et d'or. Alara se tenait sur le balcon à l'extérieur de la chambre de Matteo. Le garçon se tenait à côté d'elle en pyjama, sa petite main dans la sienne, regardant le soleil s'élever au-dessus des collines du Connecticut. « C'est beau, » dit Matteo. « Chaque lever de soleil est un cadeau, une chance de recommencer. » Silence. Puis, « Est-ce que tu vas vraiment rester ? Pour toujours et à jamais ? Aussi longtemps que je respirerai, aucun mal ne t'arrivera plus jamais. Promis, juré ?» Elle sourit. « Promis, juré. » La porte du balcon s'ouvrit. Dominique sortit, un café à la main, et resta à les regarder. Le garçon qu'il avait failli perdre, et la femme qui avait refusé de l'abandonner. Il avait perdu son plus vieil ami, découvert la trahison sous son propre toit, pris une balle, tué un homme qu'il avait aimé comme un frère. Mais en regardant Alara tenir la main de Matteo avec la dévotion féroce d'une mère, non par le sang, mais par choix, il réalisa quelque chose. Parfois, les gens qui vous sauvent n'arrivent pas dans des costumes coûteux ou avec des diplômes de médecine. Parfois, ce sont des livreuses aux mains gercées, avec 11 $ à leur nom, et la sagesse d'une grand-mère décédée au bout des doigts. « Merci », dit Dominique doucement. Les mots n'étaient pas pour Alara ou Matteo. Ils étaient pour quiconque écoutait. Le destin, Dieu, l'univers, pour avoir envoyé cette femme franchir sa porte au moment exact, pour lui avoir rappelé que tout le monde ne voulait pas quelque chose de lui. Certaines personnes, comme Alara Voss, voulaient juste aider. Et dans le monde sombre de Dominique Corsetti, c'était le plus rare des cadeaux. Et c'est ici que notre histoire s'arrête, mais ces leçons restent avec nous. Le vrai courage ne vient pas de la richesse ou du pouvoir. Il vient du cœur de quelqu'un qui n'a rien, mais qui choisit d'aider malgré tout. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse, la vraie gentillesse désintéressée, est la force la plus puissante dans n'importe quel monde, même le plus sombre. Et peu importe à quel point nos circonstances sont brisées, nous avons toujours le choix de nous arrêter quand nous entendons quelqu'un souffrir. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Avez-vous déjà vécu un moment où la gentillesse a tout changé? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous les lisons toutes. Et vos histoires venant du cœur signifient énormément pour nous. Si cela vous a ému, s'il vous plaît, aimez. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire. Nous vous apportons des histoires sincères chaque jour. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et la paix dans votre cœur. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt dans la prochaine vidéo.